Nous sommes le 15 août 1977. Ce soir-là, l'astrophysicien Jerry Ayman assure la surveillance au radiotélescope de l'Université de l'Ohio, une grande antenne de 100 mètres de long utilisée dans le cadre du projet SETI, un programme qui vise à écouter le cosmos dans l'espoir d'y découvrir un message artificiel d'origine extraterrestre. En jetant un coup d'œil distrait sur l'impression des données, l'astrophysicien est stupéfait. Quelques minutes plus tôt, à 23h16 très précisément, un puissant signal radio a été capté. Ayman est étonné qu'il s'empresse d'écrire dans la marge de la feuille « Wow ». Ce signal venait-il réellement d'ailleurs? Et ailleurs, c'est où? Pour la plupart des gens, l'expression « objet volant non identifié » est devenue synonyme d'engin interplanétaire. Pourtant, l'hypothèse extraterrestre se heurte à de nombreuses objections. Certains hommes de science vont jusqu'à la qualifier de non-sens. Il suffit, disent-ils, de considérer les énormes distances qui séparent les étoiles pour se rendre compte que l'idée même d'une visite extraterrestre est tout à fait ridicule. À titre d'exemple, prenons l'étoile la plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Cette étoile se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière en 4 ans. Considérant que la lumière voyage à 300 000 km à la seconde, nous parlons donc ici d'une distance moyenne de 38 billions de kilomètres, soit le chiffre 38 suivi de 12 zéros. Même en imaginant une civilisation extraterrestre capable de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, ces voyageurs mettraient au moins 4 ans à venir chez nous et autant pour retourner chez eux. Et si l'envie leur prenait de troquer leur soucoupe volante pour une voiture filant à 100 km/h sur l'autoroute, nos voyageurs mettraient alors 120 millions d'années pour parcourir la même distance. Et pour faire quoi? Pour charcuter quelques vaches dans le Middle West américain? Pour kidnapper un postier de Boston? Pour recueillir quelques échantillons de lavande en Haute-Provence? Soyons sérieux. Nous savons aujourd'hui que l'étoile Alpha du Centaure ne remplit pas les conditions nécessaires à l'apparition de planètes habitables. Ce qui signifie que s'ils existent et qu'ils nous rendent visite, les extraterrestres doivent obligatoirement venir d'ailleurs, c'est-à-dire de beaucoup plus loin. Mais beaucoup plus loin, c'est où? Nous sommes peut-être en train de nous égarer. Ailleurs n'est peut-être pas aussi loin que nous le croyons. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas aussi absolue que le disent les astrophysiciens. Et ailleurs, c'est peut-être nulle part. Bref, l'univers est loin de nous avoir livré tous ses secrets. La problématique des ovnis interpelle l'hypothèse extraterrestre à 2 niveaux. Primo, existe-t-il d'autres civilisations intelligentes dans l'univers? Et secondo, ces civilisations peuvent-elles nous rendre visite? Au plan biochimique, la vie telle que nous la connaissons ressemble à une recette de gâteau, c'est-à-dire qu'elle nécessite des ingrédients très précis pour éclore. Le professeur René Racine est considéré par plusieurs comme l'un des pères de l'astronomie québécoise. Les experts, dont je ne suis pas, pensent que la vie basée sur le carbone, les éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, est la seule vie qui soit vraiment possible, qui puisse se développer, qui puisse développer le niveau de complexité moléculaire nécessaire à l'existence, à la vie d'organismes. Il y a d'autres possibilités théoriques. La silice, par exemple, peut se combiner avec l'oxygène, mais ça donne des choses comme le sable, et c'est loin d'être aussi malléable et aussi fertile que je ne sais pas, le sang, par exemple, qui est CNO. Donc, mais ces éléments-là, carbone, azote, oxygène, hydrogène, existent partout dans l'univers. Donc, il faut que les conditions nécessaires à leur combinaison, à l'augmentation de leur complexité, à leur évolution en être vivant, soient réunies pour qu'on y arrive. Évidemment, elle seule, la réunion d'éléments comme l'hydrogène, l'oxygène et le carbone n'est pas suffisante pour déclencher ce processus éminemment plus complexe qu'est celui de la vie. À l'instar de notre recette de gâteau, mettre dans un moule des œufs, de la farine et du sucre ne donne pas nécessairement un Saint-Honoré.
Pour ce faire, notre pâtisserie se doit d'être mise au four pendant un laps de temps déterminé et à une température précise. À l'échelle cosmique, la cuisson de cette mixture hydrogène-oxygène-carbone s'appelle les conditions planétaires. Il faut comprendre que les conditions requises pour que la soupe biologique ou vivante se développe sont extrêmement exigeantes. Il y a des éléments de temps, il y a des éléments de stabilité mécanique de l'orbite, de conditions de température à la surface ou dans la biosphère qui sont difficiles à réaliser. Et ça, c'est une chose qu'on sait depuis longtemps et qui nous porte à croire que l'émergence de la vie, et de la vie intelligente sur Terre, est un phénomène qui est incroyablement improbable. Pourtant, ça s'est réalisé. Bon, plus spécifiquement, on croit que les températures doivent permettre, bien sûr, des réactions biochimiques et donc doit être dans une gamme de températures qui soit modeste entre le point de congélation et le point de fusion de l'eau, par exemple, qui est un élément essentiel. Donc, il faut que l'orbite de la planète ou de l'objet sur lequel se développeraient ces choses-là soit très régulière. Les planètes orbitent les étoiles, la Terre comme autour du Soleil, et si la distance varie beaucoup, la température va changer. Vous voyez les inquiétudes qu'on a aujourd'hui d'une éventuelle augmentation de la température de l'écosystème terrestre de 1 ou même de 2 degrés, on parle de catastrophe. Donc, pour que ceci se produise, il faut que l'orbite terrestre demeure circulaire, presque parfaitement circulaire, la Terre toujours à la même distance du Soleil, à une précision de l'ordre inférieur à 1%. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Lorsque les planètes se forment, on le sait maintenant parce qu'on les voit se former, ou enfin des objets protoplanétaires autour d'étoiles jeunes, il y a un brassage dynamique intense. Et il n'est pas facile d'expliquer comment un système planétaire comme le nôtre, où on a 8 ou 9, si on inclut Pluton, planètes qui ont des orbites presque parfaitement circulaires, s'est développé. Donc, ça, ce sont les conditions, et ça nous donne aussi une idée de la difficulté de réaliser ces conditions-là. On y est parvenu, ici, sur notre système planétaire. Il y a une planète, la Terre, qui est à la bonne distance pour que l'eau se tienne dans des conditions fertiles. Les eaux sont trop chaudes ou trop froides. Ça peut peut-être pas toujours été le cas. Le Soleil était plus brillant au début. Mars a pu avoir une température suffisamment élevée. Il y a peut-être de l'archébiologie sur Mars. Mais l'idée à retenir de tout ça, c'est que les conditions sont très exigeantes. Au début des années 1960, les scientifiques étaient plutôt optimistes quant à l'existence de la vie extraterrestre. On croyait que les conditions planétaires observables dans notre propre système solaire devaient être le modèle standard et que ce modèle devait être omniprésent un peu partout dans l'univers. Mais les découvertes récentes de planètes extrasolaires, c'est-à-dire situées hors de notre système solaire, sont venues tempérer cet enthousiasme. Il apparaît en effet que l'existence de systèmes planétaires stables serait en réalité beaucoup plus rare qu'on ne le croyait jusqu'à maintenant. La question d'établir notre connaissance ou notre confiance est une question de statistiques. Et Frank Drake, dans les années 60, 70, avait fait une équation mathématique relativement simple qui tenait compte des probabilités de chacun des facteurs requis pour que la vie se développe. Quelle est la probabilité qu'une étoile ait des planètes? Quelle est la probabilité que ces planètes-là soient stables au point de vue orbital? Quelle est la probabilité qu'il y en ait une à une distance suffisamment grande? Si on veut calculer la probabilité de communication avec les extraterrestres, quelle est la durée de vie d'une civilisation capable de communiquer, etc., etc. Et je me souviens très bien, à l'époque, on multipliait tous ces facteurs par le nombre d'étoiles qu'il y avait dans la galaxie et on obtenait comme réponse quelques unités. Il y aurait quelques planètes habitables où la vie se serait développée dans le système galactique, dans notre Voie lactée. Mais on faisait l'hypothèse, par exemple, que toutes les étoiles avaient des planètes. Or, on sait maintenant que c'est pas vrai. On entend beaucoup parler de la découverte de planètes extrasolaires, mais il faut être conscient que les 80, à peu près, systèmes qui ont maintenant été découverts, sont 80 parmi 3000 étoiles qui ont été examinées. Donc,
La probabilité qu'une étoile ait une planète n'est pas de 100%, c'est plutôt de l'ordre de quelques pourcents, 2 ou 3%. Pire que ça, si on veut, pour les probabilités. La presque totalité de ces planètes découvertes autour d'étoiles, planètes extraterrestres, ont des orbites tout à fait irrégulières, elliptiques, où la température à la surface de la planète va changer entre moins 100 degrés Celsius à 300 degrés, pas sur des périodes de millénaires, mais sur des périodes de quelques jours ou de quelques semaines. Je dirais que le consensus au cours des dernières années, c'est relativement récent, 5 ans à peu près, et que la situation dont nous jouissons sur la Terre s'est produite très rarement à l'extérieur. Heureusement, une fois ces conditions réunies, l'éclosion de la vie est beaucoup moins exigeante. En 1953, un jeune étudiant en biochimie, Stanley Miller, a placé dans une sphère les différents gaz qui étaient présents dans l'atmosphère terrestre il y a des milliards d'années. L'étudiant a ensuite entrepris de bombarder sa formule de puissantes décharges électriques, recréant ainsi les conditions climatiques originelles de la Terre. À l'issue de l'expérience, Miller a constaté que sa mixture s'était enrichie d'un élément supplémentaire, des acides aminés, les premières briques de la vie. L'expérience de Miller a prouvé qu'il était possible de faire apparaître la vie à partir de matière inorganique. Quant au passage de la vie organique à l'intelligence, ce n'est ensuite qu'une question de temps et d'habileté. Pour comprendre ce long processus, imaginons toute l'évolution de la Terre réduite à une journée de 24 heures. Si nous plaçons la formation de la Terre à 0 heure,